Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de la culture genevoise. Voici le programme. Comme chaque mois, nous retrouverons la Minute Daïdaï. Elle nous propose un coup de cœur de bibliothécaire. Aujourd'hui, c'est un livre jeunesse qui est mis en avant par les bibliothèques municipales. La discussion du jour parlera des collections d'histoire naturelle comme remède aux crises mondiales. On accueille les directeurs des deux principales institutions genevoises, Arnaud Meder pour le musée d'histoire naturelle et Nicolas Schonenberger pour les conservatoires et jardins botaniques. Ensuite viendra la capsule irrévérencieuse proposée par le musée d'art et d'histoire de Genève. L'humoriste Chris Moukouna revient commenter une œuvre. Il a choisi cette fois les Jeux Olympiques de Jean-Pierre Santours. Suivra enfin l'agenda et ses 4 événements à ne manquer sous aucun prétexte. Tout de suite, on commence avec le sujet d'actualité, la Nuit des musées. Elle aura lieu le 13 mai et on reçoit sa coordinatrice, Mathilda Levet-Hackmayer. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. À Genève, la Nuit des musées est différente chaque année. La 9e édition réveillera vos 5 sens. Nous recevons sur le plateau de Culture Mag sa coordinatrice, Mathilda Levet-Hackmayer. Bonjour. Bonjour. Qui décide du thème de la Nuit des musées et comment celui de 2023 a-t-il été choisi ? Alors nous avons un comité de pilotage au sein de la Nuit des musées durant lequel nous examinons différentes possibilités thématiques. Les dernières années, par exemple, on se basait beaucoup sur le programme d'exposition annuel des différents musées genevois pour voir s'il y avait des points saillants comme ça qui émergeaient. Cette année, on a eu envie de quelque chose de très humain, de quelque chose qui nous fasse vibrer de l'intérieur. Ça nous paraissait pertinent après ces années très numériques, en fait, qui ont été celles de ce qu'on sait, de la pandémie. Et c'était aussi une demande de la part des musées, d'autant que les 5 sens sont vraiment, comme nous allons le découvrir au fil du programme, quelque chose qui permet vraiment d'extraire l'essence des musées. Alors, découvrir les musées par la vue, on connaît, encore que vous proposez des activités étonnantes, par exemple tester des caméras thermiques au musée des sapeurs-pompiers ou se promener dans l'obscurité à la lueur des torches au conservatoire et jardin botanique de Genève. Les 4 autres sens sont généralement moins sollicités dans les visites. Quelles expériences liées par exemple à l'odorat ou au toucher pourrait-on vivre ? Alors concernant l'odorat, il y aura des différentes possibilités, notamment au musée Tatiana Zuboff, en Vieilleville, dont je signale la première participation à la Nuit des musées cette année. Musée Zuboff, donc, qui va proposer des visites olfactives dans les collections de la comtesse Zuboff. Au jardin botanique et au musée Ariana, il y aura la possibilité de suivre la route des épices, alors que à la Fondation Bodmer, c'est les saveurs moyen-orientales qui seront mises en avant. Voilà pour ce qui est de l'odorat. Pour ce qui est du goût, on pourra savourer de la glace au cornichon au musée de Carouge ou des insectes à la maison Rousseau et Littérature. Alors, on peut malheureusement pas faire le tour en 5 minutes des 138 activités proposées, mais le programme complet se trouve sur le site Nuit des musées, tout attaché, genève.ch. Et il existe une version papier qui sera dans la tribune de Genève du 6 mai. 138 activités, c'est intense. Comment on se déplace d'un lieu à l'autre ? Nous mettons chaque année en route des navettes en collaboration avec les TPG. Donc toutes les navettes sont au départ de la place de Neuve. Elles forment des boucles dans les différents secteurs concernés. Donc il sera très aisé de se déplacer en navette de 17h jusqu'à minuit. Alors au musée d'ethnographie de Genève, il y aura une silence party au son animal. C'est écrit dans le programme, c'est pas moi qui invente. Quel public attendez-vous ? Est-ce qu'il diffère des personnes qui visitent le musée le reste de l'année ? Ce dont on s'est aperçu à la Nuit des musées, c'est qu'on a un public qui est très éclectique. On va y croiser beaucoup de familles, on va y croiser des personnes âgées, des gens qui viennent en couple découvrir les musées, mais aussi des adolescents qui se baladent et qui profitent de la soirée de cette manière-là, une soirée originale, puisque des musées ouverts la nuit, c'est presque cinématographique. Mais cette année, on va mener une enquête pour justement connaître mieux nos musées, parce que nos observations jusqu'à présent ont été empiriques et nous avons envie de voir vraiment quel type de public on touche. Est-ce que c'est un public qui est habitué au musée ? Est-ce que ce sont
des primo-visiteurs? Est-ce que ce sont des gens qui reviennent dans les musées grâce à la nuit des musées? Est-ce qu'ils ont déjà fait plusieurs nuits des musées? C'est toutes des questions qu'on se pose depuis plusieurs années et on va enfin pouvoir avoir les réponses. Un pass donne accès à toutes les institutions participatives pour 10 francs seulement et le pass est gratuit pour les moins de 18 ans. Je vous ai coupé tout à l'heure sur les activités liées à l'ouïe, je crois, non ou au toucher. Par exemple, au musée Ariana, on pourra mettre ses mains dans la barbotine, créer un masque avec différentes matières au musée Barbie Muller ou réaliser un pli géologique à l'aide de sa force à la salle d'exposition de l'Université de Genève et même se faire masser la tête au musée d'art et d'histoire. Oh là là, ça donne envie, mais on ne pourra pas tout faire, on va devoir choisir. Il va falloir choisir, mais c'est généralement ce que font les gens quand je les observe dans la rue. Tout le monde a son programme qui est très annoté, précis, les pages sont cornées, les gens savent généralement où ils veulent aller. Donc je conseille effectivement de consulter le programme à l'avance. Merci beaucoup Mathilda Levague-Maillard pour cette mise en bouche sur la nuit des musées. On se réjouit beaucoup du 13 mai. Avec plaisir, rendez-vous le 13 mai. Et on prend congé de vous avec un conseil lecture. Chaque mois, un ou une bibliothécaire choisit un livre, un film ou un jeu vidéo à nous recommander. Dans la capsule Daïdaï qui suit, il est question d'amitié et d'estime de soi. Daïdaï première. Je lis Amitié de Benjamin Shaw et de Charlotte Zolotoff. Amitié, séparation, compréhension. Ouais. C'est un texte qui traite de l'amitié, comme beaucoup, mais d'une façon très particulière, c'est-à-dire que souvent, on vit des amitiés qui vont prendre fin et on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et c'est ce qui va arriver en fait au personnage principal. L'amitié qu'il a très forte avec une petite fille va malheureusement s'arrêter et il va pas comprendre pourquoi. Ça va être de l'incompréhension, ça va être de la peur. Mais c'est tout bénef pour lui parce que comme ça, il va apprendre aussi à s'aimer et ne pas avoir trop peur de l'inconnu et sans son ami en fait. On le trouve aux bibliothèques municipales, lien ci en bas, et puis vous pouvez passer directement dans les sites du réseau pour venir le prendre. C'est rapide, ouais. Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur One TV, présenté par Marie-Ève Musy. Genève, ville de culture. Voilà une idée de lecture pour les plus jeunes. À noter que le message de cet ouvrage fait débat. Je vous invite à lire les critiques à son sujet sur le net. En tout cas, il peut toujours engager la discussion avec les enfants. Répertorier les plus grandes collections d'histoire naturelle au monde, c'est la mission que se sont donnés 3 musées respectivement basés à Washington, New York et Londres. Le but de ce projet est de mieux appréhender les crises actuelles que sont le changement climatique, les maladies humaines et la perte de la biodiversité. Pour cet état des lieux, ils ont fait appel à 73 des plus grandes institutions d'histoire naturelle de la planète. 2 d'entre elles se trouvent à Genève, le musée d'histoire naturelle et les conservatoires et jardins botaniques. Ces dernières comptabilisent 15 millions de spécimens pour la première et 6 millions d'échantillons de plantes pour la seconde. Ces chiffres placent leur collection parmi les 20 plus importantes au monde. Je reçois aujourd'hui sur le plateau les 2 directeurs de ces établissements, Arnaud Meder pour le MHN et Nicolas Schonenberger pour les CJB. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour commencer, Nicolas Schonenberger, en quoi les collections d'histoire naturelle peuvent aider dans les crises actuelles ? C'est un grand thème. Ce qui est intéressant d'un côté, c'est que avec les collections d'histoire naturelle, finalement, on a un regard qui retourne en arrière de plus de 300 ans. Donc, c'est des spécimens biologiques qui sont conservés avec toutes leurs caractéristiques morphologiques, mais aussi la substance. Donc l'ADN, les protéines qui sont dedans, la matière dont ces spécimens sont faits. Et c'est clair que la vie, dans le cours du temps, elle change, elle évolue, elle se déplace. Et le fait d'avoir des spécimens physiques qui sont référenciés aussi avec un nom qui a été donné par un spécialiste, avec un lieu, avec une date de récolte, ça sert de témoins incroyablement précieux pour suivre finalement les changements et pour prédire comment la nature va réagir aux changements qui vont arriver. Ça, c'est un peu en grand ce qu'on peut faire. Après, dans les détails, il y a tout plein de typologies de recherche, mais je pense qu'on va en parler. Donc, utiliser le passé pour prédire l'avenir, en gros. Exactement. Oui.
Arnaud Meder, est-ce que vous auriez un exemple précis qui illustrerait la manière dont vos spécimens sont utilisés justement pour mieux comprendre le passé ? Alors, on peut prendre l'exemple des insectes. Les insectes, tout un chacun, en tout cas qui a un certain âge, peut constater que lors d'un grand voyage en voiture, on a de moins en moins d'insectes qui s'écrasent sur le pare-brise. Donc ça, c'est un constat très concret qu'il y a de moins en moins d'insectes. Maintenant, si on veut avoir des données beaucoup plus précises, on va aller dans ces archives du vivant qui sont constituées au sein des institutions muséales. Et en ce moment, on a un projet qui s'appelle Decline, qui a pour but justement d'étudier l'évolution des populations d'insectes au cours du temps en Suisse pour documenter précisément ce déclin des insectes. Et pour ça, on va utiliser l'analyse génétique aussi et faire une comparaison entre des spécimens actuels qu'on va trouver sur le terrain en retournant sur des sites pour lesquels on a des échantillons qui sont stockés dans les collections d'histoire naturelle et sur lesquels on peut aussi faire une analyse génétique et notamment étudier la diversité génétique de ces différents spécimens et voir si en fait les populations déclinent parce qu'il y a une corrélation par rapport à la diversité génétique des spécimens concernés. Donc là, on peut retourner en arrière avec cette archive du vivant, aller dans les collections, aller sur le terrain et voir l'évolution. Concrètement, il y a les projets aussi de monitoring qui consistent à retourner sur le terrain sur un site pour lequel on a des données connues. Et on s'aperçoit par exemple qu'une espèce était présente en 1940 parce qu'on a des spécimens concrets en collection. On retourne sur le terrain et on s'aperçoit que l'espèce n'est plus présente. Ou alors qu'elle s'est déplacée. Vous arrivez à expliquer pourquoi elle a disparu? Alors ça, on n'a pas forcément les liens de cause à effet, mais par contre, on peut décrire concrètement ce qui s'est passé, c'est-à-dire la différence entre les populations passées et les populations actuelles. Et on peut même voir si une espèce s'est déplacée en altitude. Et ça, c'est un lien direct avec le dérèglement climatique et le réchauffement notamment. On peut constater que des espèces, en fait, comme il y a un réchauffement et qu'elles ont un optimum climatique, se déplacent en fonction du réchauffement. Donc on les trouve, des espèces d'il y a 40 ans, on les trouve maintenant plus en altitude. Merci pour ces explications. La discussion continue dans quelques instants. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Les trésors scientifiques des musées restent parfois plusieurs années d'affilée au fond d'un tiroir ou dans des bocaux avant d'être identifiés et classés. En préparant cette émission, j'ai lu que pour certaines espèces animales et végétales, le temps de vie d'étagère moyen est de 21 ans. Arnaud Meder, comment on explique une telle durée ? Alors on l'explique de plusieurs manières. La première, c'est qu'on peut avoir des spécimens qui ont été collectés par des chercheurs experts et qui vont être intéressés par une part de leur échantillonnage et qui vont étudier cette partie et laisser de côté une autre partie qui vont être en souffrance un certain temps, le temps qu'un autre expert en fait demande à les consulter. Alors il faut savoir que ces spécimens sont des spécimens de référence à l'échelle internationale, donc on peut avoir des demandes de Suisse, mais aussi d'autres pays, de n'importe quel chercheur dans les pays du monde. Et on récolte quand même beaucoup de spécimens, 15 millions de spécimens, on l'a dit, au muséum, 6 millions au jardin botanique. Et on n'a pas la capacité, en fait, pour pouvoir gérer l'ensemble de ces spécimens. Donc il faut en fait des vrais spécialistes, c'est pas de l'amateurisme, pour décrire ces espèces, qui est un de nos buts premiers en fait, c'est de donner un nom à des nouvelles espèces qui sont pas connues de la science et déposer des spécimens de référence dans les institutions muséales. Et tout ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie et en fait très clairement on est en sous-effectif pour traiter l'ensemble de ces échantillons. Combien de chercheurs et chercheuses avez-vous au sein du Muséum d'histoire naturelle ? Alors actuellement en poste fixe c'est entre 20 et 30 chercheurs et puis après on a tout un tas de chercheurs satellites on va dire qui sont soit c'est des chercheurs honoraires ou bénévoles et puis tous les chercheurs qui demandent à consulter les collections plus les étudiants etc. Donc en permanence, on a plutôt une quarantaine de chercheurs qui gravitent dans l'institution, plus les autres demandes. Mais si on se compare en fait à d'autres grandes institutions par rapport à la taille de nos institutions, on est en sous-effectif très clairement. Voilà, et donc le travail de répertorier, ça demande du temps à la base, quoi. C'est voilà. Par définition. Donc décrire une nouvelle espèce, c'est pas tout simple. Il faut vous avez un échantillon sous les yeux, vous dites oh mais ça il a des caractères un petit peu particuliers. Est-ce que je suis sûr que c'est différent des espèces qui ont déjà été décrites ? Pour ça, je dois aller justement consulter les spécimens de référence dans tous les pays, là où ils sont. Potentiellement c'est à Genève, mais potentiellement c'est à New York.
Et puis sur cette base, commencer à établir les critères de distinction et publier en fait la nouvelle espèce dans une revue internationale. L'un des domaines dans lequel l'inventaire mondial dont on a parlé en début de discussion devrait être utile est celui de la perte de la biodiversité. Nicolas Schönenberger, peut-on ressusciter une espèce éteinte ? C'est un débat qu'on est en train de faire, effectivement. Il y a beaucoup qui est en train de se passer dans ce domaine, justement avec l'innovation de la biotechnologie qui est fulgurante. On ne se rend jamais compte, mais ça va à la même vitesse de l'informatique. Donc, les biotechnologies sont en pleine révolution. Donc, c'est clair qu'avec le clonage des gènes, avec les organismes synthétiques, on arrive à recréer des organismes. Pour le moment, on le fait avec des virus, des bactéries et des organismes relativement simples. On n'en est pas encore à ressusciter le mammouth ou bien un palmier qui s'est éteint. C'est vrai qu'une des questions qu'on se pose, nous pratiquement aussi à Genève, c'est bien sûr dans nos collections, on a un certain nombre d'espèces éteintes ou disparues de nature ou plus jamais revues depuis très longtemps. Parce qu'après, dire que quelque chose n'existe plus, c'est toujours très difficile. Démontrer une présence, c'est plus facile que démontrer une absence. Mais si, et typiquement les botanistes ont toujours fait ça, ils récoltent les spécimens avec des fleurs, avec des fruits, voire avec des graines. Donc nous, on a des graines de plantes qui ont apparemment disparu de nature. Est-ce qu'on arrive à refaire germer ces graines ? Ça, c'est bien sûr, c'est une question. Mais après Est-ce aussi... que vous menez ces expériences au sein de parce que votre herbier est très riche et très réputé. Est-ce que vous êtes en train de faire ça ou pas du tout ? Actuellement, on n'a pas un projet de recherche dans ce domaine. Ce qu'on se dit aussi, c'est est-ce que... Parce que c'est clair, c'est très fascinant au niveau médiatique de ressusciter une espèce éteinte. C'est beaucoup moins fascinant de dire on a évité que des centaines, voire des milliers d'espèces sont arrivées à l'extinction. Nous, on met la priorité plutôt sur ce deuxième domaine d'activité. Typiquement, dans les zones tropicales, on travaille beaucoup à Madagascar. On sait que la déforestation, au nord-est du Brésil aussi, la déforestation, elle est très, très rapide. Puis donc, de faire des efforts qui sont en premier lieu ceux de trouver les nouvelles espèces, les décrire, parce qu'aussi, pouvoir argumenter qu'on doit protéger la biodiversité, ça veut dire en quelque sorte la connaître d'abord. Je peux combattre pour la sauvegarde de quelque chose que je peux nommer, que je peux présenter, dont j'arrive à parler. Et après, après la description de ces espèces, c'est aussi faire des efforts pour que des réserves naturelles soient instituées et puis soient aussi gérées d'une certaine façon. Donc, préserver la biodiversité avec les moyens qu'on a à disposition de cette façon est beaucoup plus efficace qu'essayer de ressusciter des espèces. On sait aussi que ces graines, si elles ont dormi pendant 100 ans dans nos herbiers, dans 50 ans, elles seront encore là. Donc, on n'a pas la priorité là-dessus pour le moment. Bien. Merci pour ces détails. Est-ce qu'il y a un événement au CJB dont vous souhaitez nous parler, qu'il faut absolument venir voir ? Ah oui, absolument. Il y a un petit marché aux plantes le samedi 13 mai, pendant la journée, donc jusqu'à 18h le soir. On a décidé de l'appeler Petit marché aux plantes parce que c'est petit et fin. Donc, il y aura des spécialités, des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Alors, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de totalement vendre mon agenda tout à l'heure parce que j'avais prévu d'en parler. Et du côté du MHN, est-ce qu'il y a une exposition à voir ? Alors au muséum, on vient d'ouvrir, on a intégré des nouvelles vitrines sur les espèces exotiques envahissantes. Donc ça rejoint la discussion. Donc ces espèces qui posent problème à d'autres espèces, notamment à la biodiversité. On a aussi intégré un loup naturalisé dans l'exposition Trésor. Lesquelles expositions sont, pour information, gratuites jusqu'à la fin de l'année, vu qu'ensuite... le muséum sera fermé pour travaux durant l'année 2024. Donc profitez-en avant la fermeture d'une année. Merci beaucoup Arnaud Meder et Nicolas Schönenberger d'être venus en plateau pour nous éclairer sur les collections de vos deux institutions qui sont donc, je le rappelle, de renommée internationale. Dans Culture Mag, on enchaîne avec une capsule irrévérencieuse. Chaque mois, le Musée d'art et d'histoire de Genève nous fait observer une œuvre de manière décontractée. L'humoriste Chris Mukuna a préparé une interprétation très libre d'un tableau de Jean-Pierre Saint-Ours qui s'intitule « Les Jeux Olympiques ». La capsule irrévérencieuse du MAP, le musée d'art et d'histoire de Genève. Les Jeux Olympiques de Jean-Pierre Saint-Ours, que j'aime aller au musée d'art et d'histoire de Genève.
J'ai l'impression par moments que les artistes, peu importe leur siècle, ont vécu les mêmes choses que moi. C'est fou, hein? Mais la vie, c'est un éternel recommencement. Regardez ce tableau, les Jeux Olympiques de Jean-Pierre Saint-Ours. Il a beau avoir peint cela en 1791, j'ai l'impression que ce tableau me parle aujourd'hui en 2023. Je me plonge dans ce tableau, je regarde les personnages, les réactions, et je me vois avec mon petit frère dans les mains, le tout dernier. Je l'ai vaincu, comme les autres petits frères qui s'en vont la tête basse. Moi, l'aîné de la fratrie, j'ai gagné notre jeu du chatouille-chatouille. Le souci, c'est que le petit frère, n'acceptant pas sa défaite, s'est mis à pleurer tous les larmes de son corps. J'ai beau lui avoir dit de se calmer, pour ne pas alerter mes parents, mais il a crié de plus belle. De plus, il feint l'agonie et la mort. J'ai beau essayer de relever, il se laisse tomber. Comme un corps sans vie, il se laisse traîner. Mon père est là, prêt à me punir, mais il me laisse le temps de me justifier. Je suis face à une foule d'accusateurs. Ils n'attendent qu'une chose, la sentence. Christian dans le coin. Père, regardez, il feint la douleur, mais il n'en est rien. Je vous jure par les dieux, je ne lui ai fait aucun mal. Nous étions en train de jouer, il a perdu, et maintenant, il ne cesse de pleurer. Dans cet élan de sincérité, on ne retient que le râle de mon petit frère. « Papa, j'ai mal, je veux maman. » Le mot est dit. Maman, je le sais, c'est terminé pour moi. Je suis le fils aîné qui a blessé le chouchou, le petit miracle de maman. La foule et mes frères rient derrière mon dos, ils le savent. Je serai privé de dessert ce soir. Je tente un dernier assaut. « Père, je vous jure, je n'ai rien fait, il ment. » Mon frère de rétorquer. « Papa, je ne sens plus mes jambes. Appelle maman. » Je suis vaincu. Alors que je suis le vainqueur. Quelle douleur d'être le grand frère. C'est fou, hein? Comme les œuvres de musée me rappellent la vie, ma vie. De 1791 à 2023, on se rend compte des similitudes et parfois de l'injustice des époques, comme celui d'être le grand frère et d'avoir fait pleurer le plus petit de la famille. La capsule irrévérencieuse d'Humain. Le musée d'art et d'histoire de Genève. Culture Mag sur Radio Lac et One TV. En partenariat avec la ville de Genève. Ils nous transportent, nous agacent parfois ou nous ravissent. On arrive au moment des événements culturels. Que se passe-t-il en ville de Genève au mois de mai? Pour la toute première fois, le Jardin botanique de Genève organise son petit marché aux plantes. Fruits et légumes, roses, plantes aromatiques ou méditerranéennes, arbres et arbustes ou encore agrumes pourront être achetés en direct le 13 mai de 10 à 18 h avec à la clé des conseils de spécialistes. Le 27 avril a débuté l'Électron. Depuis 20 ans, ce festival explore les styles novateurs, hybrides ou émergents. Il est la référence de la région en matière de culture électronique. Une dizaine de lieux sont investis jusqu'au 18 mai. Entre salons d'écoute, expositions immersives, clubbing et concerts, les nuits seront courtes. 21 mois après sa fermeture pour cause de rénovation, le Musée international de la Réforme rouvre ses portes. L'institution consacrée à l'histoire du protestantisme a été modernisée. On retrouve ses œuvres magistrales, mais inscrites dans une scénographie différente et accompagnées d'œuvres nouvelles. Du 4 au 7 mai se déroule le festival Flamenco Nomada. Cette première édition prendra place, entre autres, au cinéma du Grutli, à l'Auberge des Vergers et aux ateliers d'ethnomusicologie. Films, concerts et workshops vous feront découvrir l'art du flamenco. Les détails de ces 4 événements se retrouvent sur genève.ch/agenda, avec évidemment toutes les autres manifestations qui se déroulent dans la région. Culture Mag sur Radio Lac et One TV. En partenariat avec la ville de Genève. On arrive à la fin de ce 7e épisode de Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Les émissions précédentes sont disponibles en replay sur le site de One TV et sur la chaîne YouTube de Radio Lac. On se retrouve le mois prochain en plein air, ou presque. Nous parlerons des événements hors murs organisés par les bibliothèques municipales. D'ici là, je vous souhaite de vivre des moments culturels grandioses. Culture Mag sur Radio Lac et One TV. En partenariat avec la ville de Genève.